Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Disons qu'elle fait partie d'une lignée de régatiers. De père en fille, de frère en sœur, d'oncle en nièce, de cousin en cousine. Bref, la voile, les bateaux à plusieurs coques, les bateaux qui vont vite, c'est presque dans son ADN. Son histoire, elle commence à l'écrire très jeune, à 7 ans, au large de Quiberon, là où Loya tient ferme les dunes blanches de la presqu'île, son fief, celui de sa famille. Barreuse, puis équipière, elle sent que c'est son truc. Et elle mord dedans. À 18 ans, comme pour marquer un passage, après un titre de vice-championne d'Europe, elle devient vice-championne du monde de Nacra 17 avec le Rochelais Clément Martineau sur le lac de Garde. Un deuxième sacre dans la famille, 6 ans après celui de son grand frère Tim. Et elle cavale, elle croque dans tout ce qu'elle peut, s'essaye à plusieurs supports, notamment les bateaux qui volent, parce qu'elle le sait bien, c'est là-dessus que ça va se passer. 69F, ETF 26, elle engrange de l'expérience, plein. L'année 2023 s'est terminée comme elle avait commencé, par des victoires. En janvier, il y a un an, sur la Martinique Catared avec Pierre-Yves Durand, et en novembre dernier, dans la Youth Falling Gold Cup en 69F à Barcelone. Pas rien, ce succès-là, parce qu'elle était à bord avec ses acolytes présélectionnés pour la Youth America's Cup face au gratin mondial. Et elle a aussi fait un petit tour sur les Wasps lors du Grand Prix de CLGP de Saint-Tropez dans la flotte des Inspire. Touche à tout, on vous dit. Et puis la dernière victoire 2023, c'était le 14 décembre. Ce jour-là, son nom figure officiellement dans la liste des 6 sélectionnés de l'équipe qui représentera la France dans la Youth America's Cup, la 4e de l'histoire. Elle a 20 ans, elle est d'ailleurs la seule femme de cette équipe jeune et touche du doigt un rêve. Un truc bien familial aussi, la coupe. Il n'y a pas si longtemps, elle disait que la voile occupait 50% de son temps, l'autre partie étant consacrée à ses études d'architecte à Nantes. Ah oui, parce que ça c'est aussi un truc dans la famille, une histoire de tête bien pleine, et elle ne fait pas exception à la règle. Lou Mourniac est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante, et c'est le premier de l'année 2024. C'est toi qui vas ouvrir le bal, Lou. Bonjour, comment vas-tu ? Bonsoir Hélène, ça va bien, ça va bien. Bon, elle a bien commencé ton année 2024 ? Eh ben écoute, voilà, top départ. On est le 8 janvier 2024 et c'est le début de mon aventure, l'aventure qui continue parmi la team jeune dans l'équipe Orient Express L'Oréal Racing Team. Donc oui, l'année commence super bien. En tout cas, ça y est, tu le dis drôlement bien, hein. Tous les noms des sponsors mis les uns au bout des autres.
Ça y est, Il fallait s'entraîner un petit peu, mais ça y est, c'est bon, maintenant on l'a. t'es aguerri. Donc là, t'es à Barcelone, tu nous racontes ce que tu fais. Alors, on va quand même raconter à nos auditeurs, parce que moi, je te vois, c'est plutôt rigolo. T'es à la base hein, de l'équipe française à Barcelone, dans une ambiance un peu tamisée. Tu fais quoi de tes journées là en ce moment? Ça ressemblait à quoi aujourd'hui? Eh ben écoute, aujourd'hui c'était la première journée, donc avec, on a passé beaucoup de temps dans les transports ce matin pour arriver jusqu'à la base. Mais tu vois, première journée où je vois l'AC40 donc l'AC40 de l'équipe des Challengers aller sur l'eau. Et donc, manque de chance, il n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais voilà, on se met en place tranquillement. Nous, on essaye voilà, mettre en place comment on va travailler et notre stratégie pour entamer cette année 2024. Et voilà, on est mélangé à l'équipe des Challengers. Alors c'est des moments pour nous importants et voir comment eux aussi fonctionnent, c'est intéressant. C'est quoi c'est un stage là que vous allez faire qui va durer quoi, une petite semaine? Et c'est quoi? C'est l'idée, c'est de vous retrouver les youths et puis les grands entre guillemets tous ensemble? Ouais, c'est ça, les grands, c'est comme ça on peut les appeler aussi. Ouais, c'est ça, c'est donc des semaines où on se retrouve. Donc après, chaque semaine, on va essayer de progresser un peu plus. Donc là, on commence par de l'observation et par de l'analyse vidéo. Et aussi, voilà, nous, on est aux prémices de cette voile qu'on connaît pas trop, la voile un peu plus ingénieur, avec aussi de l'analyse de performance, tout ça. Donc, on rentre doucement dans le guide du sujet, on est ultra bien accompagné, on découvre tous les aspects d'une équipe de la Coupe de l'América. Et donc voilà, on commence tranquille et puis crescendo, on avancera dans les différentes étapes du processus. Bon, évidemment, on va en reparler de cette aventure-là parce que c'est pas rien. Et puis c'est quand même cette année que ça va se passer, hein, fin septembre, début octobre. Mais avant, je vais commencer par ma question rituelle. Lou, attention, c'est la question à 10 000 $. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi? Et bah écoute, moi en tant que jeune femme de 20 ans, bah voilà, j'ai un regard un peu plus actuel et tu vois aujourd'hui, 8 janvier, et ben on est allé dans la base de la coupe et on est autant de femmes que d'hommes autour de la table à dialoguer. Donc avec cette équipe de women et moi qui ai fait partie de cette équipe de youth. Et l'échange se fait naturellement, chacun a sa place dans l'équipe et on apprend de tous. Et voilà, les femmes ont leur place et de voir aujourd'hui qu'elles ont une place de navigante dans des équipes de telle ampleur, c'est très chouette, quoi. On ne peut pas dire autrement. Comment ça a commencé, toi, ton histoire d'amour avec le monde de la voile? Alors, on l'a dit, et puis ton nom de famille te précède, Lou, hein. Je suis désolée, mais c'est vrai Ouais, que c'est sûr. on Non, je a, suis d'accord. évidemment, pour les vieux et les vieilles comme moi, on a bien connu ton papa et ton oncle dans l'équipe de France de voile olympique et dans la Coupe de l'América, évidemment. Mais toi, ça a commencé comment, ton histoire perso à toi? Et ben moi, écoute, tu l'as bien dit en présentation, je suis une jeune de Quiberon, donc ce petit caillou entouré de l'océan. Donc forcément, malgré notre nom de famille, il y a un moment où on a envie de goûter à la baie de Quiberon. Et j'ai commencé donc dans mon club, l'ASN Quiberon, tranquillement, vraiment que du fun, que du plaisir, de l'optimisme, de la planche à voile, du catamaran. Enfin, voilà, tout ça pour s'amuser. Et au début, c'était vraiment les mercredis après-midi. Et puis en parallèle, je faisais d'autres activités. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans mon enfance, c'était que je touchais un peu à tous les sports et toutes les disciplines. Et la voile, c'était le truc en plus. Et au bout du compte, c'est le sport que j'ai gardé. Alors peut-être que ma famille n'est pas innocente dans cette histoire, mais voilà, c'est la voile qui m'a. Il y a eu un truc en plus qui s'est fait, c'est sûr. Je lisais dans une interview que tu avais donnée, je crois, au Télégramme, tu dis vers 12-13 ans, c'est là où je me suis sentie prête pour la compétition. Ça veut dire quoi à 12-13 ans de se dire qu'on se sent prête pour la compétition? T'as senti quoi comme déclic à ce moment-là?
Et ben écoute, j'avais essayé plus tôt et en fait, j'avais pas eu le coup de cœur. Peut-être que je me mettais beaucoup la pression. Voilà, en tout cas, c'est sorti de ma tête un peu la compétition. Et puis je sais pas, à 12-13 ans, on m'a proposé le support OpenVIC et en fait, j'avais trop envie d'aller, ouais, genre juste découvrir ce monde de la compétition et voilà. Et après, je m'y suis mise et forcément, on y prend vite goût. Je crois que j'ai un peu ça aussi en moi, c'est le fait de me challenger et aussi d'aller challenger les autres à côté. Donc, ouais, voilà, le déclic, quoi. Et puis de là, j'ai pas arrêté de faire des régates. On parlait de ta famille, de ton papa Jean-Christophe, de ton oncle Philippe Mourniac, de ton frère Tim, de ton cousin Bruno. Ouais. La liste est infinie. Euh, c'est voilà la mer, la voile, la compétition, c'est quelque chose qui est très prégnant depuis toujours dans la famille. C'est votre papa à toi et Tim et à toi en particulier vous a poussé. C'était un peu un passage obligé. C'est quoi les réunions familiales chez les Mourniac? Et bah non, pas du tout, justement. On nous pose souvent la question. Chez les Mourniac, et justement, tu parlais de Bruno et Philippe aussi. Quand on se retrouve, et bah ça parle pas tant de voile que ça, mais après, c'est sûr qu'on est baigné dedans. Bah voilà, c'est une enfance aussi où on a notre papa qui part à droite à gauche et qui vit de sa passion. Donc, forcément, c'est indirectement une sorte de modèle. Et puis après, ben forcément, on s'est tous mis à la compète, donc dans les discussions, ça parle voile sans vouloir forcément parler voile à un moment donné au milieu du repas, et voilà. Et donc c'est notre, oui, c'est sûr, c'est notre vie, voilà, c'est ancré en nous, c'est sûr. Mais après, ben, on nous a pas mis la pression d'aimer forcément ce sport et juste voilà, on prend autant de plaisir sur d'autres activités, mais c'est la voile qu'on finit par choisir au bout du compte. Donc, Est-ce que ça peut être un peu lourd aussi de temps en temps de s'appeler Mourniac justement et quand on fait du bateau? et bah ça, peut-être très jeune où voilà, je te parlais d'une espèce de pression au début, de forcément vouloir faire tout de suite aussi bien, ou une pression extérieure qu'on te met ou que tu te mets tout seul voilà, sans vouloir. Et en fait, petit à petit, et quand aussi toi tu réussis à faire des résultats, bah tu vois que tu es capable et que tu as aussi envie d'écrire ton nom et ton prénom, en l'occurrence Surtout, ouais. dans l'histoire de la famille, et de rajouter des palmarès. Et en tout cas, avec bah, mon frère qui participe à une préparation olympique, En bah, Accra 17. voilà, en Mhm. Accra 17. Pour la famille, c'est des sacrifices. Et, euh, et donc, moi, je le suis dans tout ce qu'il fait. Et forcément, c'en est une force parce que je suis fière de ce qu'il accomplit, de tout le travail qu'il fournit. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un atout d'avoir mon frère et mon papa et le reste de la famille qui me soutiennent et que je soutiens aussi autant. Donc voilà. T'as l'impression de faire des sacrifices? J'entendais que tu parlais de ce mot-là qui revient, c'est vrai, souvent quand même hein, dans la bouche des athlètes de haut niveau. Est-ce que toi, tu as l'impression d'en faire? Bah, non, je crois pas. Enfin, sacrifice, je trouve que oui, c'est vrai, je le dis, mais c'est un mot que je trouve assez dur dans le sens où bah, j'ai sacrifié, mais c'était des choix. Enfin, je veux dire, mon enfance, on va s'entraîner et donc on passe peut-être moins de temps avec les copains. Tout ça, ça peut être une forme de sacrifice. Mais au bout du compte, c'est des choix, et des choix que je regrette pas du tout. Pareil au niveau des études, c'est pas des sacrifices. Je sais pas si tu m'entends encore. Si, si, très bien. C'est pas des sacrifices, mais c'est plus aller voir autre chose et mettre les priorités quand il le faut. Et voilà. Et moi, je sais que ben, faut que j'ai plusieurs choses pour me tenir, et que je fasse de temps en temps des sacrifices entre guillemets. Voilà. Ça veut dire quoi? Faut que j'ai plusieurs choses pour me tenir? Euh, bah,
Ça aussi, quand on est à l'école, au collège, au lycée, bah forcément, on a envie de passer tout notre temps sur l'eau. Mais c'est petit à petit, quand on arrive aux études supérieures, enfin en tout cas, je parle pour moi, que ben, j'ai pris conscience que les deux mondes pouvaient m'être bénéfiques et que bah, les deux mondes me tiennent en quelque sorte. Voilà, couper du rythme des études et à l'inverse, couper du rythme de la voile, bah, c'est des sortes de ressources et en même temps, bah, j'apprends dans les deux et j'essaye de rendre les deux mondes complémentaires. Et tu y Voilà. arrives facilement? Et bah, Ah, quand on veut, on peut. Donc pour l'instant, ça va. on rappelle, hein, Je... tu fais des études Ouais, d'architecte à c'est Nantes, hein, ça. c'est ça? C'est ça. À Nantes, tu vois, là, il y a, avec la Coupe de l'América, c'est des projets qui, ben, forcément prennent du temps. Et donc là, on met les priorités plutôt sur des projets comme ça. Mais bon, l'école, enfin, j'oublie pas ce que c'est et je compte y retourner pour terminer les choses. Mais voilà, non, j'essaye de gérer au mieux, en tout cas. J'essaye, c'est le mot. T'as passé un petit coup de fil à tes profs pour leur dire: «Excusez-moi, mais j'ai été prise pour, la Youth America's Cup, je vais pas être beaucoup là, pas forcément aussi Ouais. assidue que d'habitude». Ouais, je leur ai dit. Je leur ai dit, tu vois, aujourd'hui, c'était mes partiels. Alors, il fallait la bonne excuse de dire que c'était la Coupe de l'América quand même. Et non, bah forcément, ils sont super fiers et ils suivent de loin, mais ils suivent en tout cas. Bon, on va revenir sur, ton parcours, Lou, on l'a dit, en présentation. Alors, tu as été barreuse au début et puis, après tu es devenue, équipière. Pourquoi ce changement-là? Euh, oui, alors d'ailleurs, en présentation, j'ai été championne du monde de NACRA 15. Je sais pas, tu avais dit vice-championne du monde, je crois. Bon. Vice-championne d'Europe et championne du monde. Ouais, c'est ça, exactement, de NACRA. Et donc, ce titre de championne du monde, je l'ai fait en tant qu'équipière. Et donc, pourquoi j'ai changé Ben, j'adorais barrer et en fait, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec l'architecture. J'ai envie d'avoir plein d'expériences et de connaître plein de choses pour être plus complète et j'avais envie d'essayer d'équiper. En plus, j'ai eu l'opportunité d'aller avec Clément Martineau que tu as cité tout à l'heure, qui était un très bon barreur et voilà, et j'ai senti le projet solide. Et j'ai senti aussi qu'on pouvait aller loin et je crois que j'ai pas fait d'erreur et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que c'est plus des postes d'équipier dont je suis où j'ai plus de place et mon vécu de barreur n'est pas aussi innocent à ce que j'arrive à faire en tant qu'équipière et voilà et donc aujourd'hui je suis plus équipière mais j'oublie pas ce que j'étais au tout début et les deux fonctionnent ensemble comme je l'ai dit. On peut y revenir sur ce titre de championne Ouais. du monde de NACRA 15. Ça fait quoi d'être championne du monde de NACRA 15 à 18 ans? Bah c'est en fait sur le moment tu réalises pas trop j'avoue. Bah forcément, t'es content, tu sautes dans les bras de tout le monde, et puis c'est qu'après coup, tu te poses et tu te dis, waouh, quand même, c'est, euh, c'est, c'est la finalité de ta jeunesse de sportif, parce que ça reste un support jeune. Oui, on Donc voilà, rappelle, hein, le NACRA c'est 15, on va dire que c'est chambre de potentiellement le NACRA 17 après pour aller faire les exactement, Jeux ouais, olympiques. ouais, exactement. Donc c'est bien terminé ta carrière très jeune voileux et d'avoir réussi à le faire voilà en tant que jeune femme, gagner un mondial sur un support comme ça, support mixte, bah c'est vraiment c'est une consécration quoi. Donc voilà, je- j'en parle tous les T'as jours. un moment qui te reste en tête. C'était il y a pas si longtemps, hein, c'était en 2022. Il y a Ouais. un moment qui restera gravé, une manche. Est-ce il y a quelque chose qui sera toujours là dans ton esprit? Ouais, bah il y a plusieurs manches, j'avoue.
Il y a plusieurs instants, des prises de décision sur des moments où, je sais pas, on a eu des élans de... Enfin, en fait, les étoiles se sont alignées et en même temps, nous, on était du coup, enfin, on était ensemble avec mon équipier. Ça, c'est forcément, c'était très fort parce que, bah, au final, on s'est dit, waouh, bah, on a réussi à faire ce qu'on a fait et ça s'est joué à rien parce qu'on a eu aussi des très mauvais moments. Mais ces petits élans d'étincelle, bah, ont fait qu'on a fait la différence au final. Après, bah, c'est sûr que quand tu montes sur le podium, tu ressens toujours quelque chose d'unique et je sais pas. Après, il y a oui aussi des moments où en pleine manche, tu es un peu moins bien placé et en fait, je me souviens m'être dit à plusieurs reprises, là, il faut tout donner maintenant parce que bah, ce que je te disais, c'est la fin d'une aventure en jeune et c'était sans doute une de mes dernières compétitions en accra et tous les efforts qu'on a donnés enfin avant en entraînement bah et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut tout lâcher quoi tu vois donc ouais c'est des petits instants comme ça pendant la régate ou T'as après appris quoi tu appris quoi sur toi de ce titre? Il t'a appris quoi sur quoi? Sur toi, pardon. sur moi bah, Ouais. ah, sur moi je sais pas j'aurais dit qu'il m'a appris à gagner parce que c'est pas un truc que je faisais beaucoup avant euh, c'est donc je peux pas dire que maintenant je sais gagner mais j'ai mis en place une routine un peu de comment arriver à faire arriver au top du résultat. Et sur moi, bah, déjà que j'en suis capable, ça c'est sûr. En termes de confiance, ça fait toujours plaisir de ramener un titre de champion du monde et que bah voilà, je pense que j'étais aussi dans une concentration. Enfin, je me suis mis en tout cas un seul objectif enfin, quand je suis partie et que j'ai pris l'avion pour le lac de Garde et enfin, on a réussi à accomplir ce qu'on avait en tête et ça, bah, j'étais très fière de l'avoir fait, quoi. Et sur moi, voilà, c'est vraiment juste enfin, une prise de conscience qu'on est capable d'y arriver, surtout. Ça a réagi comment, à la maison? Bah, c'était quelque chose de particulier. Bah, j'étais pas avec eux directement et je les ai eus par téléphone. Et bah, il y avait beaucoup d'émotions. Mon frère avait eu un titre de champion du monde en 2016 aussi. Et je crois que de toute la famille, c'était celui qui était le plus en folie. Ouais, ouais, c'est ça. Tout le monde était content et c'était un bon moment d'émotion, c'est sûr. Vous partagez à quel point avec, ton frère, Tim? On partage, pardon. Vous partagez à quel point tous les 2, en tant que frères et sœurs, en tant que régatiers de haut niveau, tous les 2? Ben, sur le monde de la voile, ben c'est sûr on échange beaucoup. Lui, il m'apprend de son expérience et moi, c'est sûr que j'arrive toujours un peu derrière ses pas. Donc, pour moi, c'est un exemple. Mais après, c'est vrai qu'on partage aussi beaucoup de moments autres que la voile. Et, euh, et c'est aussi ça qui fait que ben, on se détache de notre activité et par contre, on montre à l'autre ce qu'on est capable. Enfin, je veux dire, voilà, que ce soit sur le plan scolaire ou bien dans d'autres activités, on se tire vers le haut, quoi. Donc voilà, on partage plein de moments, beaucoup d'instants à écouter de la musique tous les deux aussi. Et voilà, c'est des moments comme ça que j'ai avec mon frère surtout. Qu'est-ce qui te grise le plus quand tu es, sur l'eau, Lou? Qui me grise, qui me met en colère. Non, 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 qui te transporte, qui te Ah oui, oui, c'est plaît le vrai, ok. plus? Euh, Oui, j'ai des expressions de vieille un peu non, parfois, je suis non, pas de désolée. souci, il n'y a pas de souci. Et bah, la vitesse, je crois que ouais, j'ai quand même un parcours de voile avec des bateaux qui fonctionnent beaucoup à la sensation, où justement ce facteur de vitesse est très important, le multicoque, les bateaux volants.
Donc c'est ça que j'aime le plus, ouais, je crois. C'est vraiment, je suis beaucoup dans le feeling, dans la sensation, et donc ces moments, c'est ça surtout, je pense. Petite question subsidiaire, puisque tu en as parlé tout à l'heure, puis on en a parlé aussi. Tu parlais de tes études d'architecte à Nantes. Architecte dans quelle spécialité? Et bah donc je suis à l'ENSA, c'est les écoles nationales supérieures d'architecture. Donc il y en a une vingtaine en France. Moi, je suis dans celle de Nantes. Et donc c'est une formation qui forme des jeunes architectes dans le bâtiment et qui permet après en master des spécialisations, que ce soit en urbanisme ou après sur du long terme de la scénographie, de l'architecture navale. Et donc moi aujourd'hui je suis dans la phase de licence, donc sur du bâtiment. On travaille aussi beaucoup sur l'espace public et voilà, c'est assez général, mais c'est très axé architecture bâtiment, justement. Tu expliquais très bien tout à l'heure le fait que d'avoir et la voile d'un côté et les études de l'autre, c'était deux choses qui te portaient, qui te soutenaient, qui te nourrissaient. Euh, C'était important, ceci dit, pour toi, de vraiment faire des études et de pas et de ne pas avoir que la voile et de te lancer complètement là-dedans. Ouais, bah déjà à titre personnel de continuer à se former et aussi de savoir qu'on construit quelque chose à côté, c'est assez rassurant en quelque sorte. Après, j'avais pas conscience au moment où je me suis lancée dans les études de tout ce que ça allait pouvoir m'apporter à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et l'architecture, tous les jours, je note plein de choses qui peuvent me servir dans mon sport, mais à contresens, c'est aussi eh ben, des études où on peut beaucoup s'exprimer sur le plan créatif et exprimer aussi ce qu'on a au fond de nous. Et en tant que voileuse, et je te disais, je suis beaucoup dans les sensations, etc. Et ça se ressent aussi dans ce que je fais, dans ce que je propose à l'école. Donc voilà. Ça se complète bien, en fait. Ouais, complètement, ouais. Puis toute la dimension travail en équipe, tu vois. C'est sûr que les projets d'architecture, eh ben, il faut partager des idées et ce que tu as au fond de toi avec le groupe. Et on en a moins conscience quand on est dans le monde de la voile. Mais c'est sûr que tout ça, ça m'a appris aussi à fonctionner avec un collectif. Et aujourd'hui, d'être dans une équipe de la coupe et dans une équipe où on est si jeune, je sais que je vais oser m'exprimer et partager. Et j'ai conscience de, que la communication va pouvoir apporter à tout le monde. Donc voilà, les deux sont complémentaires. Les 2 sont complémentaires. Alors écoute, on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure, mais on va en parler franchement, hein, de cette, Youth, America's Cup quand même parce que ça c'est une sacrée chance, mais chance, c'est pas le bon mot d'ailleurs, puisque ça se gagne sa place dans une équipe comme ça. Alors on va rappeler, il y a eu des sélections d'abord, à Quiberon justement. Il y a eu des sélections, notamment pour, les women, pour les youth. Hem, D'abord question toute bête, comment tu t'es dit: «Bah tiens, je vais postuler»? Alors, le processus de sélection, il s'est fait, entre guillemets, c'était plutôt eux qui sont venus c'est eux qui nous ont contactés au premier abord. Et puis ensuite, on a envoyé nos dossiers. Moi, c'est vrai que j'étais dans une démarche de bateau volant où j'étais sur des circuits comme le 69F, le TF26 également. Et un projet comme la Coupe, c'est un peu la concrétisation de tous ces projets-là que j'avais à côté. Et puis, voilà, c'est la Coupe de l'Amérique. On en parle depuis que je suis toute petite. Mon frère a fait partie et mon cousin également de la première équipe. Donc, mon frère était aussi, ouais, c'est ça, en sélection, avait vécu la sélection de la précédente Youth America's Cup.
Et donc j'avais conscience de ce que représentait un projet comme ça, donc j'ai pas hésité une seconde. Et d'autant plus que je me suis donnée à fond dans ce processus de sélection. Et voilà, on est en sélection depuis mai dernier. Et on a eu les résultats, comme tu l'as dit tout à l'heure, le 14 décembre. Donc ouais, c'était long et intense et c'est donné jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Ça s'est passé comment, alors le 14 décembre, c'est là où le grand public a su, hein, les listes et pour, la Women et pour la Youth, America's Cup. Toi, tu l'as su comment? Ça s'est pas Raconte-nous comme si Ah, on était une petite les souris, avec backstage. toi ce fameux jour-là où tu as su que Ouais. tu étais sélectionnée. Et ben écoute, on l'a pas su longtemps avant le grand public, comme tu dis. Donc pendant la journée, tout le comité de sélection, qui était composé à la fois des gens de Team France, des gens de la fédération et bien sûr des gens de la Team Orient Express. Euh, donc voilà, ils nous ont contactés les uns après les autres. Ils nous ont simplement dit qu'on était pris ou pas et on ne connaissait pas à ce moment-là l'équipe. Et c'est qu'après qu'on a été, comme vous, au courant de cette liste. Et voilà, et quand on voit son nom dedans et sa photo, bah, ça fait plaisir. Donc voilà. T'étais où à ce moment-là? Et ben, j'étais à l'école, je terminais c'était marrant en plus parce que j'avais un rendu de projet ce jour-là. Et donc, un rendu de projet en école d'archi, c'est un peu aussi un moment de stress et la fin de quelque chose. Et au moment où ils disent merci, les jurys disent merci, vous pouvez retourner vous asseoir, je vois mon téléphone sonner et là, je m'échappe. Et j'attendais cet appel depuis le matin, je l'ai eu en milieu d'après-midi. Donc voilà, je te laisse imaginer tout le début de journée à attendre à la fois le rendu de projet et puis bon, l'appel de la coupe. Bien sûr que c'était une journée vraiment particulière et pour le coup vraiment riche en émotions. Forcément, on a envie d'être pris, on sent ou pas si on a nos chances de faire partie de l'équipe. Mais tant qu'on n'a pas la réponse, voilà, on sait pas en fait. Et du coup, on attend cet appel et voilà. C'est magique cette journée que Mm. tu viens de nous raconter Ouais, quand même. ouais, elle J'imagine que tu vas était, t'en souvenir très, très, très ah longtemps, ouais, quoi. celle-là, elle était incroyable. C'est vrai que. Et alors, je sais que c'est difficile de parler de soi et puis, tu pas dans la tête des sélectionneurs, mais tu dirais que tu l'as faite comment, ta place? Parce qu'on rappelle, hein, c'est vrai que vous êtes, 6 sélectionnés, hein, dans l'équipe de la Youth, mais tu es la seule jeune femme. Mhm. Hem, Tu dirais que tu l'as faite comment? Est-ce que, alors il y a eu les sélections, c'est vrai. Est-ce qu'il y a cette victoire dans la Youth, Falling Gold Cup qui, a joué? Alors, il y a eu la super finale, hein, à Barcelone Mm. où vous On a avez gagné. gagné. Je rappelle les noms, hein, de tes enfin, ceux avec qui tu étais, de l'équipe, hein, Enzo Ballanger, Théo Reville, Gauthier Talieu. Est-ce que ça a fait partie, voilà, des choses déterminantes? Comment tu Ouais. imagines ça, toi? Bah, comme je te l'ai dit, le processus de sélection a été long. Donc, ils ont eu le temps, en tant que sélectionneurs, de nous voir dans plein de situations différentes, que ce soit en stage et justement dans ce cas-là, dans ce cadre-là, en compétition. Moi, mon parcours, il est un peu particulier dans la sélection parce que à l'issue de la première liste de sélectionnés qui est parue, j'étais en réserve. En Donc, réserve, ouais. ouais, c'est ça. Donc, je bon, voilà, on sait qu'on fait toujours partie de l'équipe, mais on fait pas, enfin voilà, on n'a pas toutes les informations qui gravitent autour de l'équipe. Et ça nous ronge d'une part, mais d'une autre, on sait qu'on est toujours dans l'histoire et qu'on peut revenir à tout moment. Donc je sais pas si ça, au fond de nous, ça nous motive d'autant plus. Mais c'est vrai que le jour où ils m'ont recontacté pour venir, pour participer d'abord à l'acte 3 à Barcelone, qu'on a fait avec Clément Cron, et donc après, par la suite, la grande finale, ben là, bien sûr, j'avais envie de faire le meilleur dans chaque compétition, mais je savais que ça allait être un point déterminant pour moi et pour la sélection. Et après, ben, je pense que une équipe de la coupe, c'est aussi, c'est ça, c'est une team et voir comment on fonctionne avec les autres équipiers. Donc oui, moi, je suis la seule fille, comme tu l'as dit.
Mais j'ai fait ma place surtout en tant que navigante. Et puis voilà la bonne entente et la magie qui a opéré sur cet équipage de la grande finale, ça s'est ressenti, je pense, et du coup, c'était peut-être sans doute pour les sélectionneurs une évidence qu'on continue de fonctionner ensemble jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Et ça va, ta place, dans les meetings et autres, il y a pas de problème maintenant tu t'imposes facilement? Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Bah, ouais, Dit-elle avec un grand sourire, j'adore. j'ai une carrière de voileuse qui a beaucoup fait avec enfin, beaucoup fait. Pas Beaucoup tout à navigué fait. avec les garçons en Voilà, mixte beaucoup quand même, c'est vrai, navigué ouais. en mixte avec les garçons. Donc, ouais, c'est du quasi naturel, voire du complètement naturel. Et, euh, et donc non, voilà, ça va, ça se passe bien. Ils sont très bienveillants, mais malgré qu'il n'y ait pas, enfin, ouais, voilà, c'est une équipe comme une autre, hein, je crois que, C'est tout naturel, en fait, c'est ça que ouais, tu c'est dis? ça, ouais, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est ça, naturel. Que je sois une fille ou pas, ça n'a pas, ça ne joue pas beaucoup dans le collectif, en tout cas. Ça va ressembler à quoi les prochains mois, Lou, pour toi? Alors, donc là, c'est notre première semaine ici à Barcelone. On commence à parler du coup de ce que je te disais, du processus de enfin, comment ça va se mettre en place et comment on va se préparer au mieux. Donc, on est en train de voir une planification. C'est sûr que la coupe, ça va me prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai aussi envie de me mettre à 100% dans ce projet. Voilà, en parallèle, j'ai toujours l'école, mais l'école, je peux diminuer le rythme en quelque sorte. Donc voilà, je vais faire des choix, pas des sacrifices, mais des choix de mettre un peu plus, de passer un peu plus de temps sur la coupe. Et voilà, on va alterner les entraînements entre Quiberon et la base ici à Barcelone. Et on va essayer de se préparer au mieux entre des navigations et aussi beaucoup de théorie et d'analyse, comme je te disais, sur les data, etc. À Quiberon, vous allez vous entraîner en 69F principalement? Alors non, les 69F, on n'a pas la chance de les avoir à Quiberon. Ils sont localisés à Barcelone. À Quiberon, on va tourner sur les supports, mais que sur des supports volants. Donc voilà, on verra, mais c'est ce qui est prévu, ouais, que du bateau volant en tout cas. Et à l'ENVSN, on a la chance d'avoir une grosse structure avec plein de bateaux à disposition, donc ça va être top dans notre préparation. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus, à l'idée de monter, de faire fonctionner un AC40? Ce que j'appréhende, j'essaye de me dire de pas trop appréhender, justement, pour pas que ça me paraisse être trop au-dessus de mes compétences. Du coup, qu'est-ce que j'appréhende Ou alors, je vais tourner différemment. Ouais, Tu as hâte de découvrir quoi? ouais. Bah déjà, il y a toute la dimension de plus avoir une écoute entre les mains, d'avoir des boutons, d'être assise face à la route. Voilà, c'est plein de nouveaux repères qu'il faut construire. Aussi, c'est des gros bateaux, donc prendre vite enfin avoir vite en tête les dimensions et avoir trouvé vite des repères, c'est surtout ça que je veux essayer de construire dès les premiers moments sur le bateau. Et après, fonctionner aussi un fonctionnement avec des équipiers qui sont sous le vent. Voilà, aussi quand toi tu es sous le vent, peut-être appréhender différemment la navigation. Voilà, c'est surtout ça qui est différent des autres bateaux. Et après, il y a toute la dimension de vitesse, bien sûr. On n'a pas encore l'habitude d'aller à de telles vitesses et de faire des parcours en 100% volant pendant autant de temps. Donc ouais, tout ça va être nouveau, mais on va essayer de. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment excitant, c'est le mot. On a trop envie de monter dessus, mais faut pas griller les étapes et il faut se préparer. Donc tu vois, pour la préparation,
on peut pas directement aller sur l'eau comme ça du jour au lendemain. On appréhende d'abord la machine, mais à terre donc avec un simulateur du bateau. Et on peut déjà commencer à toucher aux différents réglages et avoir les joysticks entre les mains. Et voilà, et ça aussi, c'est une espèce de passerelle avant le gros bateau qui te décharge d'un stress et d'une appréhension. Mais après, il va falloir retranscrire tout ce que tu as appris sur les simulateurs, mais dans la vraie vie, quoi. Donc, Dans la vraie vie. ouais, dans ouais, sur l'eau, quoi. Lou, est-ce qu'il y a une fierté d'être là où tu es aujourd'hui? Ah bah, bien sûr, bah, je t'en parlais de la fierté, ouais, c'est ça aussi qui te donne envie de continuer, je crois. Donc ouais, je suis super fière. Après, bien sûr, être la seule fille sur cet équipage, c'est aussi montrer que voilà, moi je crois que je suis aussi au début d'une génération dont on nous a donné la possibilité de nous former sur différents bateaux. Euh, et donc, je pense que je suis le début aussi de cette génération qui peut montrer on peut arriver à avoir sa place dans un équipage à côté des garçons. Et donc, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le début d'une histoire et que je suis au début de cette histoire. Donc, c'est aussi ça qui me rend fière. Et de voir les filles fonctionner dans l'équipage Women, ça, c'est aussi très important pour moi. Ça me donne envie de continuer, de progresser pour un jour atteindre aussi pourquoi pas cette équipe. Et voilà. Et alors, j'avais une question subsidiaire, mais ta réponse est superbe. On parlait de ton frère, on parlait de vos titres en ACRA 15, donc en jeune. On parle de team, effectivement, avec Lou Berthaumieux, là, qui est en sélection pour les Jeux de Paris 2024 en ACRA 17. Allez, je la pose la question. Et l'idée que les deux frères et sœurs soient ensemble sur un ACRA 17 pour les Jeux de 2028, par exemple, qu'on retrouve encore une paire de Mourniac après les tornadistes des années 90-2000. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé? Ouais, bah écoute, c'est sûr que moi et Tim sur un bateau, je pense que ça pourrait matcher. On a déjà goûté à ça en 69F. On prend énormément de plaisir quand on navigue tous les deux et ben, il y a aussi une espèce de bienveillance qui se met en place et c'est un réel plaisir de naviguer avec lui. Après, sur le Nacra 17, on est issus de la même famille, on n'est pas très grand, pas très lourd, donc les gabarits matchent pas trop pour un équipage. Donc la question s'est pas encore posée et je sais pas si elle se posera, mais en tout cas, si un de nous deux continue dans l'olympisme, et ben voilà, on aura toujours l'aide de l'autre à côté. On a notre papa, enfin en tout cas dans le projet de mon frère, et une des pièces majeures. Il connaît aujourd'hui le NACRA 17 par cœur et voilà, on a cet atout aussi d'avoir le coach à la maison et qui nous aidera autant lui que moi dans nos projets. Donc voilà, après naviguer tous les deux, je sais pas. C'est une question que voilà, je pense que nos gabarits nous ont fait ne pas nous poser la question quoi. Ne pas vous poser la question. Bon, c'était voilà une petite question comme ça, Ouais, mais non mais t'as raison. écoute, en tout cas, on est très heureux pour toi, pour voilà, pour cette belle place dans l'équipe pour la Youth America's Cup. C'est pas rien. Ce sera la 4e de l'histoire. Mm, Tu l'as souligné aussi, hein, il y aura la première Women America's Cup de ouais, l'histoire. On te souhaite d'être aussi dans ce projet-là dans 4 ans pour la prochaine. Mais en attendant, savoure bien merci voilà, beaucoup. ces mois d'apprentissage, ces mois de découverte et puis cette compétition qui donc aura lieu fin septembre à Barcelone. C'est quoi le rêve ultime, Lou? Ah bah gagner la Youth America's Cup, Hélène. Bien sûr, gagner. Et nous, voilà, on se lance dans le projet. L'objectif est de progresser, bien sûr, d'apprendre plein de choses individuellement, collectivement. Mais on travaille pour, euh, pour une chose.
pour aller chercher cette Youth America's Cup, c'est certain. Eh bien, on va rester sur ces belles paroles. Merci Lou Mourniac Merci d'avoir beaucoup. été la première invitée de Navigante pour cette année 2024. Merci beaucoup Hélène. Merci et puis profite bien de Barcelone et puis Ouais. voilà, profite. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.